Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, qui reçoit aujourd'hui dans un bœuf spécial quelqu'un qui est déjà de la maison. Vous le connaissez depuis bientôt 2 ans. Il s'agit du professeur Prévost Jean Chou du CHU Sainte-Justine de Montréal. Voilà, il baigne dans la sainteté quelque part à Montréal. Voilà. Prévost Jean Chou, bonjour. Bonjour Jackie, bonjour à tous tes téléspectateurs et tous ceux qui te suivent dans toutes tes plateformes de médias sociaux. Et Merci beaucoup. bonjour Euh, à la planète Alors, Terre. professeur Prévost Jeanchou, nous allons parler de l'actualité, pas forcément camerounaise, mais plutôt mondiale. Une actualité qui, loin d'être que triste, est même devenue cocasse, comique ces jours-ci, car du côté des États-Unis, le plus grand pourfendeur du Covid-19 est lui-même tombé malade. C'est quand même bizarre tout ça, monsieur Effectivement. le président de la République Donald Trump est même hospitalisé. Donc, annoncé par lui-même, hein, donc ça a été un coup de tonnerre sur son tweet qu'il a annoncé dans la nuit de avant-hier hier et repris, confirmé par la Maison Blanche. Et puis, des nouvelles par la suite ont confirmé qu'il a été pris en charge dans un hôpital des armées pour les soins en lien avec cette infection à coronavirus, ce fameux COVID-19 dont la planète entière parle depuis bientôt un an. On va bientôt fêter un an de ce triste Alors, anniversaire. alors, dis-moi, Prévost, je te vois avoir un sourire narquois, comme moi j'en ai un autre de ce côté. Lui qui niait carrément l'existence de cette maladie-là, est-ce que c'est un bon retour de bâton qu'il soit En lui-même? fait, c'est assez drôle parce que c'est un virus qui, dès le début, a donné lieu à beaucoup de bruit et ça a été un des premiers à faire un peu la politique de l'autruche. Au début, à considérer que c'était quelque chose, comme il appelait, je retrouve encore ces mots, the Chinese virus, donc Le le virus Chinese, oui, chinois. le virus chinois. Exactement. Donc, ça a été la première approche de parler de ça comme un virus des autres. Et après, deuxième approche de le banaliser dans le concept de on va vite se débarrasser de ça vite fait et puis on n'en parle plus. Ça, c'était le deuxième élément. Le troisième élément, c'était l'approche un peu de parler de l'efficacité de médicaments qui n'avaient pas été démontrés. Donc, on a vu son tweet sur l'hydroxychloroquine qui a fait beaucoup de bruit. On avait même fait un petit débat sur ça, à la fois sur ce plateau, mais aussi avec ton collègue et ami Cyril Equala. On avait fait une petite discussion sur le fait que l'impact d'une parole donnée pour quelqu'un à son niveau est énorme et il aurait dû peser les mots parce que tout de suite, on a vu des gens se jeter sur des consommations d'hydroxychloroquine. Il y a eu des gens qui sont allés aux urgences pour des intoxications. Donc, c'est vraiment l'importance de pouvoir juger, jauger les paroles à ce niveau-là. Et puis, l'autre élément aussi qui a été déterminant et qu'on peut lui reprocher, c'est la critique dans les moyens qui, au moins, sont actuellement les seuls démontrés. C'est le port des masques. Et on l'a vu récemment encore avant-hier sur le plateau du débat avec Joe Biden, où il se moquait du fait que Joe Biden portait constamment son masque. Il a dit cette image que même si quelqu'un est à 60 mètres, Joe Biden continue à porter son masque. C'est 2 jours avant qu'il annonce son diagnostic officiellement et on voit bien que finalement, à un moment donné, quand il va faire son examen de conscience, il va se rendre compte que probablement il y a un mea culpa qu'il devrait faire. Espérons qu'il saura avoir l'humilité de le faire. Prévost Jean Chou, nous connaissons tous Donald Trump. Penses-tu qu'il aura vraiment l'humilité de faire un mea culpa sérieusement? Je pense que ça va être important parce que là encore, c'est quelque chose, on n'a pas envie de rire du malheur de quelqu'un, mais quand on pense que cet homme a été celui qui s'est moqué d'Hillary Clinton, qui avait une pneumonie, ou lors d'une campagne, il expliquait comment elle marchait comme une grande mère parce qu'elle était essoufflée.
sur la scène en pleine campagne. Donc, quand tu vois quelqu'un qui est avec cette approche-là et qui se retrouve sur le banc de l'accusé et qui est lui-même malade, on a envie de dire effectivement, il faut qu'il fasse cet exercice-là de mea culpa, même s'il ne le fait pas à voix haute, qu'il le fasse intérieurement, c'est important. Ce serait déjà bien. C'est un bon retour de bâton quand même, hein, Prévost? Tout à fait. Et c'est ça aussi la force de ce message qu'on doit retenir de ce virus, c'est l'humilité, parce que on le voit que c'est un virus qui n'a pas du tout de pitié pour les dirigeants. Combien de grands de ce monde ont perdu la vie à cause de ce virus? Combien de dirigeants ont été touchés, hein? On a eu euh, en Angleterre, on a Ouais. eu Boris ici au Johnson, Canada. On a eu au Justin Trudeau. Brésil, c'est ça. Et puis, on voit que finalement, cette humilité doit nous renvoyer dans la dimension de respecter autrui parce que chaque parole donnée agressive, le virus, si infime soit-il, peut nous mettre à genoux, mettre à terre. Chers téléspectateurs, vous avez remarqué que Prévost Jean Chou a pris grand soin de ne pas citer le cas du président de la République de son pays d'origine, le président Paul Biya, qui est invisible depuis bientôt un an. A-t-il eu le coronavirus lui aussi? On ne saura jamais. C'est difficile à dire. Hein, Prévost Jean Chou? Où est passé ton C'est président? C'est difficile à dire parce que à un moment donné, on se demande si c'est une stratégie, une tactique, parce que quelque part, hein, on a vu, nous ici, dans les consignes gouvernementales, même lorsqu'on a prononcé le déconfinement, on a dit aux personnes âgées de se cacher. Alors, est-ce qu'ils se cachent? Peut-être que c'est une stratégie qu'il a adoptée dès le début pour éviter d'être en contact avec des personnes contaminées. Alors, peut-être qu'il se cache très bien, c'est possible. On ne l'a pas vu à l'ONU, on n'a pas vu faire le discours. Pourtant, le virus ne passe pas à travers un micro ni une caméra. C'était quand même surprenant que même pour une audience pareille, il ne puisse pas s'exprimer en visioconférence. Donc, on se demande s'il se cache vraiment très bien. Ben, Aucune idée il de où. aurait pourtant dû sauter de joie car le 2 octobre 2020, le Grand Conseil de Genève, c'est le Parlement du canton de Genève, Mhm. a refusé de le déclarer persona non grata à 43 voix contre et Contre 27 27, pour. Ça veut dire que exact. lui qui adore la Suisse et Genève, l'hôtel intercontinental, il aurait dû sauter de joie tout de suite, Prévost Jean. On attend un tweet probablement, hein, puisque le 1er octobre, on n'a pas vu de tweet pour la reconnaissance de ce qui est arrivé au Cameroun le 1er octobre, mais un tweet pour le Nigeria. Peut-être qu'on va avoir un tweet de célébration de cette amnistie temporaire, puisque même si le gouvernement suisse, le vote qui a été fait est en sa faveur, je pense qu'à un moment donné, y aller, ça reste encore à démontrer par rapport à ce qu'il attend probablement sur le terrain, parce que je pense que le peuple suisse est au courant de tout ce qui se passe et il y aura sûrement un éveil médiatique, une veille médiatique On va bien préciser, ce n'est pas le gouvernement suisse, c'est le Grand Conseil, c'est-à-dire le Parlement régional, le cantonal, hein, de Genève, de ouais, tout à Genève. fait. Donc, ce n'est pas le Exact. gouvernement fédéral, non, non, ni le Parlement fédéral. Ce n'est pas Bon, arrivé au niveau fédéral, tout voilà, on à fait. précise bien pour que les téléspectateurs ne disent pas ah, pourquoi Jacques Moifou a dit ça ah, il est contre Paul Biya. Non, je suis contre personne. Je demande que chacun fasse son travail et tout ira bien. Voilà. Alors, professeur Prévost Jean-Chou, on va maintenant parler d'un médicament qui a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre en France, d'abord avec notre professeur, docteur Raoul, professeur Raoul, Mhm. pardon. Oh, mon Dieu, Didier Raoul. Oui, Et cette chloroquine qui était mhm. déclarée comme le remède miracle, on en a même vu des stocks livrés à l'armée française ici en France. Depuis le Absolument. départ, tu estimais que cette chloroquine n'était pas efficace et les choses semblent se confirmer. Oui, il y a eu vraiment beaucoup de données et les données s'accumulent. Et quoi qu'en disent les partisans de cette molécule, les preuves actuelles scientifiques ne montrent pas d'efficacité
sur les deux domaines principaux. Le premier domaine, c'est celui du curatif, c'est-à-dire le traitement des patients dont le diagnostic a déjà été posé. Et pour cette approche curative, il y a plusieurs études qui ont été faites, dans différents pays, qui ont été regroupées dans ce qu'on appelle des méta-analyses. C'est comme un mixte de différentes études pour en faire une moyenne, entre guillemets. Et l'effet bénéfique qui avait été vendu par l'équipe marseillaise n'est pas retrouvé dans ces méta-analyses qui ont été très, très largement publicisées. Et c'est un élément qui est finalement décevant, même si on aurait voulu qu'il y ait un médicament qu'on puisse utiliser pour soigner les malades, mais les preuves sont là et c'est finalement ça qui explique que cette molécule est probablement abandonnée. La deuxième approche, c'est l'approche qui est un peu plus préventive. Et l'approche préventive, là encore, on l'avait vu avec le président Donald Trump qui avait clairement dit qu'il en prenait et qu'il se vantait de se prendre en prophylaxie. Prévost, le président Trump prenait beaucoup de choses. Il a même conseillé l'eau de Javel aux gens. Donc, il prenait tout, de, quoi. de désinfecter si on avait le virus. C'est sûr que ces approches-là, effectivement, étaient un peu de l'ordre du réactionnel, rapide, sans Fantaisiste. forcément analyser l'impact. Et il y a eu beaucoup de dérision derrière ça avec des vidéos sur comment ne pas se traiter avec le Javel. Donc, l'approche préventive a été aussi étudiée. Il y a beaucoup d'études. La toute dernière qui a été publiée cette semaine, c'était dans une grande revue américaine qui a inclus environ un peu plus de 100 patients 100 personnes travaillant dans le milieu de la santé. Et ces personnes étaient au contact direct avec des personnes malades. Et on a pu voir que avec ce traitement préventif, il n'y a pas une moindre probabilité d'être contaminé. Donc, le risque par rapport au placebo n'est pas différent pour ce qui est de cette étude. Donc, je pense qu'avec ces éléments-là, on est un peu en train de dire la piste marseillaise, comme ça a été démontré par plusieurs, est probablement c'est survendu le fait de dire que effectivement ils ont guéri beaucoup de cas. La population un peu plus jeune que ce qui est observé dans d'autres centres est un élément. Et dans ce contexte-là, il faut continuer à faire des analyses et des investigations pour voir les autres pistes qui sont possibles. Et c'est pour ça que pour l'instant, on a toujours à comprendre comment améliorer les malades. On a compris, il y a eu beaucoup d'avancées pour la prise en charge, notamment tout ce qui est problème de coagulation du sang, tout ce qui est maux de ventilation, tout ce qui est suivi des malades. C'est des choses qui ont évolué, mais pour ce qui est de l'hydroxychloroquine, il n'y a pas finalement, avec du recul de tout ce qui vient de se passer, d'évidence prouvée. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours sur JMTV+, et nous recevons dans ce bœuf médical le professeur Prévost Jean Chou, qui est au CHU Sainte-Justine de Montréal, un habitué de la maison. Nous parlons aujourd'hui de l'épidémie, de la chloroquine, de Donald Trump, qui, après avoir absorbé beaucoup de chloroquine, d'eau de Javel et tout ce que vous voulez, est quand même tombé malade. Professeur Prévost Jean Chou, nous allons maintenant aborder la deuxième partie de cet entretien qui concerne l'artémisia. Voilà, l'étude rétractée sur l'artémisia. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il se passe, professeur Prévost Jean Chou? Oui, l'artémisia, comme on le sait, est utilisée dans le traitement du paludisme sous une forme chimique. Et c'est une plante qui a depuis des années eu des vertus pour le traitement du paludisme. Et pour ce qui est de l'artémisia en tisane, donc les infusions d'artémisia, il y a des données qui avaient été faites et publiées pour voir quelle était son efficacité dans la prise en charge du paludisme. Oui, Et en je ne te particulier, coupe pas. Ces données ont été publiées en 2018, puis 2019 par ton jeune frère Jérôme Mouniangui.
qui est congolais. Exactement. Donc, tout à fait. Donc, ces études-là étaient faites pour voir si l'artémisia est efficace dans deux maladies. Donc, la première, c'était le paludisme. Mhm. Et dans la deuxième maladie, c'était une infection parasitaire autre, je pense que schistosomiase, je pense. En effet. Et donc, les deux études étaient faites au Congo avec des patients dont la taille de l'échantillon était assez importante pour pouvoir démontrer une efficacité. Et les deux articles ont été publiés dans une revue scientifique qui s'appelle Phytomédecine. Phytomédecine, une C'est revue ça. renommée quand même, hein? Tout à fait. C'est une revue qui est assez reconnue, surtout dans ce domaine de médecine par les plantes. C'est une revue qui est bien cotée. Et donc, depuis la publication, il y a eu des équipes françaises et dans d'autres pays qui ont commencé à avoir un regard sur ces publications. Et il y a un journal qui s'appelle Retractation Watch. Mhm. En parallèle avec ces approches des équipes françaises, ils ont fait des analyses de ce qui a été publié, à la fois sur les méthodes utilisées, sur les résultats présentés et sur toutes les possibles erreurs incluses dans les résultats. Et au final, après des échanges multiples qui ont pris plus de 2 ans avec les éditeurs, il y a eu donc ce retrait qui veut dire que les données actuelles ne sont pas conformes avec ce qui est la réalité. On ne sait pas si c'est au niveau du processus du recueil de données pendant les essais cliniques ou la façon dont finalement les données ont été présentées, mais il y a une démarche scientifique qui n'a pas été conforme et qui a fait que finalement on n'a pas d'évidence que ce Artemisia est efficace dans ces deux conditions dans cette population qui a été étudiée. Mais professeur Prévost-Jean-Tour, lorsqu'on sait le pouvoir des grandes firmes pharmaceutiques dans le monde entier, des grands laboratoires, lorsqu'on sait que tout ce qui vient d'Afrique ne doit jamais être bon quand c'est travaillé par un Africain, ne peut-on pas avoir des suspicions sur la véracité des résultats donnés après analyse de ce procédé chimique, En fait, surtout par Jérôme Mouniangui, africain? c'est justement aussi pour ça que on doit se permettre d'être exemplaire lorsque on sait tout ça. Parce que vous l'avez vu avec le scandale de l'article du Lancet qui avait été publié et rétracté. Lorsque on fait une étude et qu'il y a des biais qui sont critiquables, donc à ce moment-là, quel que soit si on est africain ou européen, on va être tapé sur les doigts. Même le grand professeur marseillais a eu des études qui ont été critiquées parce qu'il y avait des biais méthodologiques énormes, dont certaines lui ont valu 1 an de suspension de publier dans une revue. Donc, c'est aussi dans cette approche qu'on se doit d'être exemplaire, même si on est dans un pays africain. Et c'est ce qu'on a voulu, et c'est le message qu'on a voulu leur donner. On en avait parlé sur ce plateau pour ce qui est de l'artémisia et la COVID. On ne peut pas se permettre de dire haut et fort que ça guérit la COVID sans aucune preuve scientifique, parce que là, ça passe par la crédibilité. La crédibilité par rapport à une molécule, par rapport à un médicament, c'est de faire des choses qui respectent, un, les indications en termes de est-ce que je vais donner cette plante à un patient qui a exactement la condition que je vais étudier. Deux, comment je veux faire le suivi. Donc, ça passe par la qualité de la collecte des données. Donc, contrôle qualité, tout le monde connaît un peu la notion de qualité des données. Et puis, trois, aussi le fait de publier les résultats avec une intégrité scientifique. Parce qu'on ne peut pas se permettre de falsifier des résultats si ça ne va pas dans le sens qu'on avait espéré ou de ne pas le publier. Actuellement, par exemple, on sait qu'en matière de recherche scientifique, les résultats négatifs doivent être aussi publiés autant que les résultats positifs. Donc, c'est cette approche scientifique-là qui doit être la même partout
Et les États, là encore, je reviens sur le rôle et la responsabilité des États, doivent mettre en place des ressources pour justement contrebalancer le poids des firmes pharmaceutiques qui, elles, font leurs études de leur côté avec les moyens qu'elles ont pour vendre leurs médicaments par des études cliniques conduites. Donc, les États doivent mettre les ressources si on veut, par exemple, que les produits naturels, parce que ce ne sont pas les compagnies pharmaceutiques qui vont investir dans ça. Quoique, pour l'artémisia, on voit qu'il y a certaines compagnies qui ont commencé. Il y a une Ah, étude au Mexique en ce moment sur artémisia et certaines COVID. compagnies, mais toujours occidentales ou bien blanches. C'est pour ça, parce que si on se croise les doigts et qu'on a des idées sur des produits, sur des molécules, les autres vont venir prendre les idées et faire les choses. Donc, si on ne se bouge pas, les choses vont avancer et plus tard, on va venir vous revendre ces produits-là avec un prix trois fois. C'est l'exemple du cacao et du chocolat. Moi, tu me permets, Prévost, j'ai des doutes sur la véracité de ces tests qui a été fait sur le travail de Jérôme Mouniangui. J'ai des doutes, car je connais les mentalités occidentales en ce qui concerne l'Afrique. Je suis en même temps, je suis journaliste occidental d'origine africaine. Donc, j'ai les pieds sur les deux continents. J'ai des doutes. Si Mouniangui avait été occidental, est-ce qu'on aurait retoqué tous ses travaux? J'en doute. Voilà, j'ai le droit d'en douter, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Tu as le Bien. droit, Jackie, d'en douter. Et comme je dis, lorsqu'il y a des biais qui sont évidents, parce qu'en lisant l'article, on voit tous ces biais-là, on ne peut pas se permettre de rester silencieux parce qu'on est africain et de soutenir aveuglement. On ne peut que leur dire, pour la prochaine étude, essayez de ne pas faire les mêmes erreurs parce qu'on va vous reprocher la même chose. Essayez d'être mieux, essayez d'être plus performant. Alors, l'artémisia, il se dit que cette tisane a soigné environ 3 millions de personnes malades du paludisme. Et pourtant, c'est cette potion-là qui est retoquée aujourd'hui. Tu comprends mon doute. Je me dis, mais attends, comment est-ce que ça a pu soigner 3 millions de personnes? Et toi et moi, nous, Nakim, au Cameroun, lorsque nous avions du paludisme, c'est bien avec les plantes qu'on nous soignait. Hein? C'était pas loin de l'artémisia. Et nous n'en Oui, sommes pas morts. oui, oui, non, mais je te dis par rapport à ce qui on fait à l'échelle individuelle et ce qu'on fait à l'échelle collective. Et c'est ça, en fait, le débat entre la médecine traditionnelle qu'on connaît et qui est très valable, mais à l'échelle individuelle, et la médecine à l'échelle sociétale. Comment faire en sorte d'harmoniser les processus pour faire qu'un produit puisse être reproduit à grande échelle. Et cette étape-là est cruciale parce que la stabilité, parce que l'accessibilité des plantes, parce que les effets secondaires, le contrôle de la toxicité par rapport aux interactions à l'échelle d'un pays doit être structuré pour qu'on puisse de façon aussi euh, dogmatique dire que voilà, dans telles conditions, on va mettre ça en parallèle avec cette autre. Si on a le contrôle de toute la chaîne, on le voit pour les médicaments, par exemple, il y a ce qu'on appelle les phases 4. Les phases 4 après la commercialisation d'un médicament, c'est une phase de vigilance, de pharmacovigilance qui permet de détecter des effets secondaires tardifs et même ça donne lieu à des retraits des médicaments. Or, avec la phytothérapie actuellement, on a encore cette difficulté à dire que, effectivement, après que Jackie, tu sois guéri de telle plante, est-ce qu'il y a quelques gens comme toi qui ont finalement quitté et on n'a pas su que c'était un effet secondaire parce qu'ils avaient une susceptibilité individuelle et s'il n'y a pas cette pharmacovigilance, il y aura peut-être des morts sans cause, mais on ne saura pas faire le lien. Et c'est à ce niveau-là que les États doivent aussi investir sur mettre en place des systèmes de pharmacovigilance pour faire le suivi, même si c'est de la phytothérapie, parce qu'il peut y avoir des particularités dues à certains individus qui font que toi et moi, on ne va pas réagir à une plante de la même manière. Toi qui côtoies Jérôme Mouniangui, l'as-tu eu au téléphone ou par écrit? Comment, dans quel état Donc, était-il? on avait essayé de le joindre pour avoir un peu son avis suite à la rétractation des deux articles, mais j'ai pas réussi. Tout ce que j'ai lu dans les journaux, c'est qu'il est retourné au Congo pour travailler sur l'étude Artemisia et Covid. Et on attend de voir un peu les résultats de cette étude. J'ai pas plus de nouvelles pour l'instant.
Bon, ben, Jérôme Nyangui, si tu nous regardes un de ces jours, fais-nous signe, ça nous ferait plaisir de donner de tes nouvelles et surtout de montrer ton travail, car moi, je crois en toi. Voilà, on va dire ça comme ça. Dis-moi, Prévost Jean-Chou, y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose et que je n'ai pas cité dessus? On peut parler de 10 000 choses, mais là, aujourd'hui, l'angle était ce qu'on a énoncé au départ. Y C'est a-t-il une ça. question? En fait, je vais vraiment terminer par le fait qu'il faut être prudent par rapport à ces virus, même si on est jeune. Et j'aurais aimé, Jackie, présenter un travail. Si tu peux me permettre de Je t'en prie. partager l'écran, est-ce que tu peux me donner accès au partage d'écran? Je vais présenter ce travail. C'est fait en Suisse dans une population de sujets jeunes qui font partie de la cohorte de personnel de Si ça peut l'armée. nous prendre 2 minutes, 3 maximum, ce Oui, serait bien. Jackie, je voulais te présenter rapidement ce travail qui a été fait en Suisse. C'est des jeunes qui faisaient partie d'une cohorte de l'armée, donc des jeunes Hum, qu'on considère comme un modèle de personnes en forme physique, en santé. hum, Et ce qu'on peut voir dans ce travail, et c'est aussi ça qui est important lorsqu'on parle de ces virus, de se protéger parce qu'il ne faut pas avoir ce sentiment, parce qu'on est jeune, on va prendre des risques démesurés. Et dans hum. ce travail, rapidement pour expliquer, lorsqu'on fait du sport, on a ce qu'on appelle une capacité respiratoire, c'est un peu l'endurance. Oui. Et cette endurance-là, plus elle est élevée, plus on peut tenir longtemps et faire des choses un peu plus difficiles, plus soutenues. Donc, Hum, sur cette échelle de 0 à 20, idéalement, si on est très haut dans la capacité maximale, c'est qu'on a une plus forte endurance. Et ce qu'on hum. voit ici en gris, ce sont les sujets qui ne sont pas infectés par le virus. Oui. Comme dans la population générale, il y a des gens très endurants, d'autres moins endurants. C'est pour ça que ça se répartit de chaque côté. Hum, Ici, en violet, ce sont les sujets infectés mais asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas au moment de l'infection de signes, toux, etc. Et puis hum. en rose, ce sont les sujets qui avaient été cliniquement malades et qui sont en phase de convalescence à distance de l'infection. Et on voit D'accord. que même dans cette cohorte de sujets jeunes, les capacités sont plus abaissées chez les sujets qui avaient une infection avérée et ça témoigne de l'impact un peu à distance de ces virus sur les aptitudes physiques, physiologiques. Donc, pour les jeunes, mon message pour terminer, c'est soyons vigilants, respectons les mesures, mettons le masque, évitons les soirées entre amis parce que actuellement l'épidémie repart en France, dans plusieurs autres pays, en Israël, au Canada aussi. Nous, on a recommencé à diminuer les activités. Les bars sont fermés à Montréal. Nous, on est en zone rouge. Donc, soyons prudents, soyons vigilants. Et c'est vraiment sur ce message-là que je voulais attirer l'attention parce que les politiques et les autorités de santé publique s'arrachent les cheveux actuellement pour essayer de contenir l'épidémie et c'est vraiment le peuple qui peut les aider en Hum. ça. Merci beaucoup, professeur Prévost Jean-Chou. Et comme d'habitude, sache que tu es éternellement, de toute façon, tu fais partie des meubles de la maison désormais. Donc, quand tu as quelque chose à communiquer, je suis à toi comme l'huile est à la sardine, mais la bonne sardine. Voilà. Excellent, c'est le saumon que j'aime bien. Il y a aussi de l'huile dans le saumon. Cher Excellent, télé, Jackie. Merci pour ce que tu fais et continue. Merci avec plaisir. on continuera comme ça. Chers téléspectateurs, on se retrouve sur ce même plateau avec un autre invité dans quelques jours. D'ici là, malgré le Covid, la politique, la dictature, l'hypocrisie occidentale vis-à-vis de l'Afrique, car chacun n'aime que les matières premières africaines, mais sans les Africains, gardons quand même la banane. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Bye bye. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonsoir en Europe.